Imaginez, vous vous réveillez la nuit, vous allumez la lumière de la cuisine, et dans un coin, juste au-dessus de l'évier, il est là. 8 pattes, 8 yeux, une immobilité absolue. Vous figez, il fige. Et à cet instant, entre vous et une créature de la taille d'une pièce de monnaie, surgit quelque chose de primitif. La peur. Illogique, inexplicable. Juste la peur. Et vous savez quoi ? Cette peur a à peu près l'âge de l'humanité, et peut-être même davantage. Mais voici le paradoxe. La créature dont a peur près d'un tiers des habitants de la planète pèse elle-même moins qu'un trombone. Elle ne vous chasse pas. Dans la plupart des cas, elle n'est même pas capable de vous mordre. Et si toutes les araignées de la Terre disparaissaient subitement, les conséquences seraient plus terrifiantes que n'importe quel film d'horreur. Le monde serait littéralement submergé par les insectes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'araignée. Vraiment, pas comme un monstre de cauchemar, mais comme un ingénieur, un chimiste, un architecte et un chasseur sans égal sur la planète. À la moitié de cette vidéo, vous apprendrez quelque chose qui changera complètement votre regard sur ces créatures. Restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai quelles araignées sont vraiment dangereuses et lesquelles sont en réalité vos meilleures voisines. C'est parti. L'araignée n'est pas un insecte. Commençons par le malentendu principal. Une araignée n'est pas un insecte. Je répète, pas un insecte. Les insectes ont 6 pattes, 3 segments corporels, souvent des ailes. L'araignée a 8 pattes, 2 segments corporels et aucune aile. Les araignées appartiennent à la classe des arachnides, ordre des Araneae. C'est une branche distincte de l'évolution, qui s'est séparée d'un ancêtre commun avec les insectes il y a des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, la science recense environ 50 000 espèces d'araignées. 50 0 0 0, c'est plus que le nombre d'espèces de mammifères sur la planète. Et les chercheurs estiment qu'on en a probablement décrit que la moitié. Autant restent encore à découvrir dans les forêts tropicales, les grottes, les fissures des montagnes. Les araignées vivent partout, littéralement partout, dans le désert du Sahara comme dans la toundra arctique. Au sommet de l'Everest, à 7000 mètres d'altitude, on a trouvé de minuscules araignées sauteuses se nourrissant d'insectes microscopiques transportés par le vent. Au fond des grottes plongées dans l'obscurité éternelle, dans vos maisons, vos caves, vos greniers, dans les fissures derrière les plinthes. 1 mètre carré de litière forestière peut abriter plusieurs centaines d'araignées. Vous marchez littéralement sur elles sans même vous en rendre compte. Le corps de l'araignée est divisé en 2 parties. Le céphalothorax, dur, recouvert d'une carapace de chitine, portant toutes les pattes et les yeux, et l'abdomen, mou, où se trouvent les organes internes, les glandes séricigènes et l'appareil respiratoire. Entre les deux, un fin rétrécissement appelé pédicule, une structure fragile qui fonctionne pourtant sans faillir depuis des centaines de millions d'années. Les yeux. Chez la plupart des araignées, il y en a 8. Ils sont répartis sur le céphalothorax, généralement sur 2 rangées. Mais ne croyez pas que l'araignée voit le monde comme un humain équipé de 8 caméras. Chez la majorité des espèces, la vue est faible, elles distinguent la lumière de l'ombre, réagissent au mouvement, mais ne peuvent pas distinguer un objet à plus de 30 cm. C'est à peu près la distance entre le coude et le bout des doigts. Mais il existe une exception. Les araignées sauteuses. La famille des Salticidae, la plus grande famille d'araignées, avec plus de 5000 espèces décrites. Leur paire d'yeux frontal est une véritable merveille d'optique. Ces yeux fonctionnent presque comme un téléobjectif. Ils distinguent les couleurs, évaluent les distances et permettent à l'araignée de viser avant le saut avec une précision de tireur d'élite. Je dois avouer que la première fois que j'ai vu une macrophotographie d'une araignée sauteuse, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait droit dans les yeux, avec une curiosité presque humaine. C'était à la fois étrange et fascinant. Le sang des araignées n'est pas rouge, il est bleu, ou plus précisément, on l'appelle hémolymphe. Et au lieu de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène chez nous, c'est l'hémocyanine qui agit chez les araignées, une protéine à base de cuivre et non de fer, d'où la couleur bleue. Les araignées n'ont pas de veines et d'artères au sens où nous l'entendons. L'hémolymphe baigne simplement les organes internes directement. C'est un système circulatoire, ouvert, simple et efficace. Les araignées respirent aussi de manière singulière. Elles possèdent des poumons libres, des chambres plates avec de fines lamelles, ressemblant aux pages d'un livre.
L'air entre par une fente dans la partie inférieure de l'abdomen et baigne les lamelles, où s'effectuent les échanges gazeux. Chez certaines espèces, des trachées rejoignent les poumons, de longs tubes qui acheminent l'oxygène directement vers les tissus. On obtient ainsi un système respiratoire double, une sorte d'assurance anatomique en cas de besoin. Il est intéressant de mentionner aussi comment les araignées se déplacent. Elles n'ont pas de muscles extenseurs dans les pattes, seulement des fléchisseurs. Pour étendre une patte, l'araignée y pompe de l'hémolymphe, comme dans un vérin hydraulique. Chaque pas est un travail de pression interne. Chaque saut, un coup hydraulique. C'est pourquoi les araignées mortes reposent toujours les pattes repliées. La pression est tombée. Les fléchisseurs se sont contractés. Les pattes se sont recroquevillées. Ce n'est pas de l'agonie, c'est de la physique, de la mécanique pure. Encore un fait rarement mentionné. Les araignées muent, comme tous les arthropodes, elles grandissent en se débarrassant périodiquement de leur ancienne carapace. Les jeunes araignées muent entre 5 et 10 fois avant d'atteindre leur taille adulte. Pendant la mue, l'araignée est totalement vulnérable, molle, nue, immobile. Elle ne peut ni fuir, ni mordre. Quelques heures d'impuissance totale. Pour un prédateur, c'est un paradoxe. Pour devenir plus fort, il doit devenir faible. Pour grandir, il doit se mettre à nu. Chaque mue est un pari. Et chaque araignée adulte que vous voyez est la gagnante de plusieurs paris de ce genre. Les tailles d'araignées vont de l'incroyablement minuscule à l'impressionnant. Les plus petites sont les araignées du genre Patu de Colombie. La longueur du corps du mâle est de 0,37 mm. C'est moins que le point à la fin de cette phrase. Réfléchissez. Une créature à 8 pattes, avec des glandes séricigènes et un cerveau plus petite qu'un point typographique. Et la plus grande, la mygale Goliath, Theraphosa blondi, d'Amérique du Sud. Pattes déployées, elle occupe une assiette à dîner ordinaire. Envergure des pattes jusqu'à 30 cm. Elle pèse environ 170 grammes, à peu près le poids d'une petite pomme. La soie, ce matériau d'ingénieur. Parlons maintenant de ce qui fait d'une araignée une araignée. La toile. Un mot que tout le monde connaît, mais que peu de gens imaginent à l'échelle de ce qu'il représente vraiment. La soie d'araignée est une protéine. Chimiquement, elle est proche de la soie des chenilles du Bombyx, mais elle la surpasse largement en termes de propriétés mécaniques. Elle est produite par des glandes spécialisées dans l'abdomen de l'araignée. La solution protéique liquide sort par des canaux microscopiques, les filières, et au contact de l'air, les molécules changent de structure et se transforment en un fil résistant. Voici ce qui m'a le plus frappé. La science connaît au moins 7 types de glandes séricigènes, chacune produisant une soie destinée à une tâche différente. L'une pour les fils porteurs de la toile, une autre pour les spirales collantes qui capturent la proie, une troisième pour le cocon dans lequel la femelle enveloppe ses œufs, une quatrième pour le fil de sécurité par lequel l'araignée se laisse descendre. Aucune espèce d'araignée ne possède les 7 types simultanément. Une araignée a généralement entre 1 et 4 paires de glandes, mais cela suffit à créer une structure de niveau ingénierie. Parlons maintenant de résistance. Vous avez sûrement entendu dire que la toile d'araignée est plus résistante que l'acier. C'est vrai, mais avec une nuance. Il s'agit de ce qu'on appelle la résistance spécifique, la résistance par unité de masse. Le fil porteur d'une araignée a une résistance à la traction de l'ordre de 1 gigapascal. Un acier de haute qualité de 0,80 à 1,5 gigapascal. Mais l'acier est, à volume égal, 5 à 6 fois plus lourd que la soie d'araignée. Si vous pouviez tresser un câble en soie d'araignée de la grosseur d'un crayon, il pourrait théoriquement retenir un Boeing 747 en plein vol. Ce n'est pas une blague, c'est un calcul. Mais la résistance n'est pas tout. Le véritable super-pouvoir de la toile, c'est sa résistance à la rupture, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'un matériau peut absorber avant de se rompre. La soie de l'araignée Darwin, Caerostris darwini, de Madagascar, dépasse le Kevlar 10 fois sur ce critère. Le Kevlar, ce matériau dont on fait les gilets pare-balles, et l'araignée produit quelque chose de meilleur à température ambiante, sans produits chimiques, sans four, sans pression, directement depuis son abdomen. Pour être honnête, quand j'ai lu une étude de 2023 dans laquelle des chercheurs chinois ont obtenu pour la première fois une fibre de soie pleinement fonctionnelle via des vers à soie génétiquement modifiés,
J'ai eu l'impression que la science essayait de rattraper l'araignée et qu'elle perdait encore la course. La fibre obtenue avait une résistance d'environ 1300 mégapascales. C'est un résultat stupéfiant pour un laboratoire, mais l'araignée Darwin fait cela chaque jour, sans laboratoire. L'épère diadème, l'une des araignées les plus communes, tisse sa toile circulaire en environ 30 minutes. 30 minutes, et nous voilà devant une construction d'ingénierie avec des fils porteurs disposés en rayons, des pièges en spirale collante et des câbles signaux transmettant les vibrations en moindre contact. De plus, l'araignée elle-même ne colle pas à sa toile. Elle ne se déplace que sur les fils secs disposés en rayons, en évitant les spirales collantes. En outre, ses pattes sont recouvertes d'un revêtement gras spécial qui réduit l'adhérence. Quand la toile est endommagée par la pluie ou le vent, l'araignée la mange souvent, la recycle littéralement. La protéine est décomposée par des enzymes dans l'estomac et réutilisée. Un système de recyclage en circuit fermé, parfait, zéro déchet. Les ingénieurs de l'industrie en sont encore loin. Et maintenant, arrêtez-vous un instant. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà observé une araignée tisser sa toile du début à la fin. Si oui, racontez à quoi cela ressemblait. C'est vraiment l'un des spectacles les plus hypnotisants de la nature. Il faut aussi mentionner l'araignée Darwin de Madagascar, séparément. Cette petite araignée crée les plus grandes toiles de chasse du monde. La longueur des fils porteurs peut atteindre 25 mètres. 25 mètres, c'est la longueur d'une piscine olympique en un seul fil. Et ce fil est assez solide pour maintenir une toile tendue au-dessus d'une rivière. Toute la rivière. Comment l'araignée fait-elle passer son fil de l'autre côté ? Elle lâche un fin filament que le vent attrape et transporte jusqu'à l'autre rive, un hasard fixé par l'évolution. En 2022, des chercheurs de l'université de Binghamton ont découvert quelque chose d'encore plus stupéfiant. La toile d'araignée peut agir comme une antenne acoustique. Elle capte et amplifie les ondes sonores, permettant à l'araignée d'entendre des sons à des distances bien supérieures à sa portée perceptive habituelle. La toile prolonge en réalité les capacités sensorielles de l'araignée bien au-delà de son corps. Cela a conduit les chercheurs à formuler le concept de connexion étendue. L'idée que le cerveau de l'araignée agit non seulement à l'intérieur de son corps, mais aussi dans l'environnement qu'elle crée elle-même. La toile n'est pas seulement un piège, c'est un organe sensoriel externe. Et enfin, la toile comme moyen de transport. Beaucoup de petites espèces d'araignées savent voler. Oui, voler. Elles grimpent sur une hauteur, soulèvent l'abdomen, lâchent de fins fils et le vent les emporte. On appelle cela le ballooning des araignées. On a trouvé de petites araignées à des altitudes de 4 km. On les a découvertes sur des bateaux, à des centaines de kilomètres des côtes. Tolstoï, dans Guerre et paix, décrivait des fils argentés flottant dans l'air automnal. En France, on les appelle les fils de la Vierge. C'est exactement ce ballooning des araignées. Pendant longtemps, on s'est demandé comment l'araignée pouvait s'envoler par temps parfaitement calme. Pas de vent, et l'araignée s'élève quand même. En 2018, des chercheurs de l'université de Bristol ont résolu cette énigme. Ils ont publié une étude dans la revue Current Biology montrant que les araignées perçoivent les champs électriques de l'atmosphère et les utilisent pour voler. Entre la surface de la Terre et l'ionosphère existe une différence de potentiel constante. Le fil d'araignée, chargé négativement, est repoussé par la surface chargée de la même manière et l'araignée s'élève sans vent, grâce à l'électricité. Dans l'expérience, les chercheurs ont placé des araignées dans une chambre par calme absolu et activaient un champ électrique imitant celui de l'atmosphère. Les araignées se mettaient sur la pointe des pattes, une posture appelée tiptoe, puis s'envolaient. Quand le champ était coupé, elles redescendaient doucement. Rallumées, elles s'élevaient à nouveau. Ce n'est pas le vent, c'est de l'électrostatique. L'araignée utilise le champ électrique planétaire comme un ascenseur. Quand j'ai appris cela, je suis resté assis plusieurs minutes à digérer l'information. Une créature de la taille d'un grain de riz qui chevauche littéralement l'électromagnétisme terrestre, sans instrument, sans science. Simplement parce que l'évolution a trouvé ce truc avant nous. Une panoplie de stratégies de chasse, la plupart des gens pensent que les araignées sont des prédateurs sédentaires. Assise dans un coin, elle attend que quelque chose vole dans sa toile. Pour certaines espèces, c'est vrai. Mais le monde de la chasse chez les araignées est tout un arsenal de stratégies, de la force brute à la ruse la plus raffinée.
Les araignées sont des prédateurs obligatoires. Cela signifie que pratiquement toutes les espèces se nourrissent exclusivement de proies vivantes. La seule exception est l'araignée sauteuse Bagheera kiplingi d'Amérique centrale, qui se nourrit de corpuscules protéiques sur les feuilles d'acacia. Une végétarienne sur 50 000 espèces. Toutes les autres sont des chasseuses et l'ampleur de leur chasse est stupéfiante. En 2017, des chercheurs des universités de Bâle et de Lund ont publié une étude dont le constat a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Toutes les araignées de la planète mangent ensemble, chaque année, entre 400 et 800 millions de tonnes de proie. Traduisons cela en chiffres compréhensibles. L'ensemble de l'humanité consomme chaque année environ 400 millions de tonnes de viande et de poissons. Toutes les baleines du monde, entre 280 et 500 millions de tonnes. Les araignées, selon l'estimation haute, mangent plus que les humains et les baleines réunies, alors qu'elles ne pèsent elles-mêmes que 25 millions de tonnes au total. La biomasse totale des araignées de la planète, 25 millions de tonnes, équivaut à la masse de 4500 Titanic. C'est ce qui m'a personnellement le plus frappé. Des créatures que nous remarquons à peine comptent parmi les plus grands prédateurs en masse de la planète. Supprimez les araignées et le monde sera submergé de mouches, de moustiques, de criquets, de pucerons. L'agriculture s'effondrerait, les maladies transmises par les insectes échapperaient à tout contrôle. Les araignées sont une armée silencieuse qui nous sépare d'une catastrophe écologique. La digestion chez les araignées mérite aussi qu'on s'y attarde. Elles n'ont pas de dents, elles ne mastiquent pas leur nourriture. À la place, une digestion externe. L'araignée mord sa proie, lui injecte des sucs digestifs par ses chélicères et attend. Les enzymes détruisent l'intérieur de la proie, la transformant en une bouillie liquide. Après quelques heures, l'araignée aspire ce bouillon nutritif grâce à un estomac aspirant puissant. De la proie ne reste qu'une coque vide, un déchet de chitine. L'araignée est une seringue vivante. Elle ne mange que du liquide, toujours, sans exception. C'est pourquoi, près des toiles, on trouve souvent de petites coques sèches de mouches et de moustiques. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des emballages de repas. De plus, l'araignée ne peut pas manger beaucoup en une fois. Elle a un petit estomac et la digestion est lente. En revanche, les araignées peuvent jeûner des semaines et les grandes espèces des mois. Une mygale peut survivre sans manger jusqu'à 2 ans. 2 ans, ce n'est pas une erreur. Le métabolisme de cet animal à sang-froid lui permet de dépenser l'énergie de manière extrêmement économe. Rester immobile, attendre, économiser chaque calorie et lorsque la proie apparaît, porter un coup précis. Parlons maintenant des stratégies de chasse. Commençons par le classique, la toile circulaire, le piège des araignées tisseuses, une construction géométriquement parfaite avec des fils radiaires et spiralés. La proie heurte la spirale collante. La vibration remonte le long des fils radiaires jusqu'à l'araignée, qui détermine instantanément la direction et la taille de la proie. Puis le saut, la morsure des chélicères, l'injection du venin. Tout en quelques secondes. Mais il existe des araignées qui chassent sans toile du tout. Les Lycosidae, les araignées loups, sont des chasseuses itinérantes. Elles ne construisent pas de toile, elles courent au sol et poursuivent leur proie comme des loups miniatures. Vitesse, réflexe, inlassabilité, certaines espèces peuvent atteindre une vitesse de 2 km/h. Pour une créature de la taille d'un ongle de petit doigt, c'est l'équivalent du record humain du sprint. Les araignées sauteuses, c'est une toute autre histoire. Elles ne courent pas après la proie, elles sautent à une distance allant jusqu'à 50 fois la longueur de leur propre corps. Si un humain pouvait sauter aussi loin proportionnellement à sa taille, il franchirait un terrain de football entier d'un bond. Avant de sauter, la sauteuse se fige, tourne la tête, évalue la distance avec ses yeux frontaux et saute avec une précision de bijoutier. Elle lâche un fil de sécurité par anticipation en cas d'échec. L'araignée bola, du genre Mastophora, chasse d'une façon totalement différente. Elle lâche un unique fil terminé par une petite boule collante. Cette boule contient des substances imitant les phéromones de papillons de nuit femelle. Le papillon vole vers l'odeur, s'approche, et l'araignée fait tourner sa boule comme un lasso et la lance sur sa proie. La précision du tir est stupéfiante. C'est l'araignée cow-boy, sans plaisanterie. Les araignées de la famille des Deinopidae, appelées araignées filets, font quelque chose d'encore plus incroyable.
Elles tissent une minuscule toile rectangulaire entre leurs pattes avant. Puis elles se tiennent tête en bas, attendent, et lorsqu'une proie passe en dessous, elles projettent immédiatement ce filet vers le bas, en l'étirant 2 à 3 fois sa taille. Un filet de pêche manuel miniature, alors que l'araignée elle-même pèse moins d'1 gramme. Pour être honnête, cela paraît presque incroyable. La première fois que j'ai lu cela, j'ai dû vérifier dans d'autres sources, mais tout se confirme. Vidéos, études, articles dans des revues à comité de lecture. Cela existe vraiment. L'intelligence des araignées. Et maintenant, nous arrivons à la partie qui m'a le plus surpris. L'intelligence des araignées. Pendant longtemps, on a considéré les araignées comme des automates vivants, un ensemble de réflexes, stimulus, réactions, et c'est tout, comme un programme à algorithme fixe. Les scientifiques étaient convaincus qu'un comportement complexe nécessitait un grand cerveau. Une araignée avec un système nerveux de la taille d'une graine de pavot, environ 1 mm, ne serait pas capable d'un comportement complexe. Il s'est avéré que c'était faux. Complètement faux. Au cours des 20 dernières années, en grande partie grâce aux travaux de l'arachnologue Robert Jackson, de l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, et de sa collaboratrice Ximena Nelson, les araignées sont devenues l'un des objets d'étude les plus passionnants de la science cognitive. Les araignées sauteuses du genre Portia sont des araignées mangeuses d'araignées. Elles chassent d'autres araignées, et elles le font par la ruse, la planification, et même, selon certains chercheurs, quelque chose comme des représentations mentales, des images internes d'une cible qu'elles ne voient plus. Comment cela fonctionne-t-il ? La Portia trouve la toile d'une autre araignée, évalue la situation. Puis, elle commence à secouer les fils de la toile en imitant les vibrations d'un insecte capturé. La propriétaire de la toile se précipite vers la proie et devient elle-même la victime. La Portia trouve le bon rythme de vibration par essai et erreur. Si un rythme ne fonctionne pas, elle en essaie un autre, puis un troisième, puis un quatrième. Ce n'est pas un réflexe, c'est de l'apprentissage par essai et erreur. Encore plus étonnante est la capacité de la Portia à planifier des trajets détournés. Elle peut voir une proie sur une autre branche, évaluer que le chemin direct est impossible et partir par un chemin détourné qui la prive temporairement de tout contact visuel avec sa cible. L'araignée garde donc en mémoire à la fois l'image de la cible et le plan du trajet, même lorsqu'elle ne voit ni l'un ni l'autre. Pour une créature dont le cerveau pèse une fraction de milligramme, c'est un défi pour tout ce que nous savons sur le rapport entre la taille du cerveau et les capacités cognitives. En 2015, des chercheurs ont créé un système de réalité virtuelle pour araignées. Oui, de la réalité virtuelle pour une araignée sauteuse. On plaçait l'araignée sur une boule sphérique mobile et tout autour, on projetait un environnement virtuel. Et l'araignée y réagissait. Elle tentait de sauter sur une proie virtuelle, évitait un prédateur virtuel, s'orientait dans cet espace numérique. En 2025, une autre étude stupéfiante est parue. Des chercheurs publiant dans uLife ont découvert que l'araignée sauteuse Phidipus regius est capable de reconnaissance individuelle. Elle reconnaît des individus précis. Pas simplement « c'est une araignée de mon espèce », mais « c'est cette même araignée que j'ai déjà rencontrée ». L'étude a montré que les araignées possèdent un apprentissage flexible et une mémoire de reconnaissance, 2 mécanismes fondamentaux indispensables à une activité cognitive supérieure. Les auteurs ont écrit explicitement que cela réfute l'idée des araignées comme automates pilotés par des stimuli. Je me souviens, la première fois que j'ai lu cela, j'ai eu le sentiment que pendant des décennies, nous avions simplement sous-estimé toute une classe d'êtres vivants. Pas parce que les données manquaient, mais parce qu'il était plus simple de les considérer comme de simples araignées. Voici une question pour vous. Dites honnêtement, saviez-vous que les araignées peuvent planifier des trajets et reconnaître des individus précis ? Écrivez dans les commentaires si cela vous a surpris. Vie amoureuse et parentalité, si vous pensez que les araignées n'ont pas de vie privée, vous avez tort. Les rituels nuptiaux des araignées sont un théâtre de l'absurde, un drame et un ballet à la fois, avec un enjeu maximal. Le perdant finit souvent au menu. Commençons par le mythe le plus connu. La veuve noire mange toujours le mâle. En réalité, ce n'est pas toujours vrai. Les femelles de Caracurte et d'autres araignées du genre Latrodectus ont effectivement une tendance au cannibalisme sexuel. Mais ce n'est pas la règle.
les mâles ont développé des stratégies de survie. Certains s'accouplent quand la femelle est occupée à manger une proie et ne prêtent pas attention. D'autres attendent qu'elle vienne juste de muer et soit encore trop affaiblie pour attaquer. D'autres encore s'enfuient simplement, très vite. L'évolution est un excellent entraîneur de sprint. Mais les véritables stars des danses nuptiales chez les araignées sont les araignées paons, du genre Maratus, de minuscules araignées sauteuses d'Australie, environ 5 mm, moins qu'un petit pois, et qui pourtant organisent des parades nuptiales rivalisant en complexité et en beauté avec les danses des oiseaux de paradis. Le mâle de l'araignée paon est une œuvre d'art. Son abdomen porte un motif incroyable d'écailles chatoyantes, rouge, bleu, vert, orange. Ces écailles ne sont pas simplement colorées, elles réfractent la lumière, créant un effet holographique. Quand le mâle trouve une femelle, il soulève son abdomen, déploie des volets latéraux spéciaux comme un éventail et commence à danser. Il se balance d'un côté à l'autre, soulève sa troisième paire de pattes, vibre, tape avec ses pédipalpes. Le spectacle peut durer jusqu'à 50 minutes, et tout cela pour une seule décision de la femelle, oui ou non. Si c'est non, elle peut l'attaquer et le manger. Littéralement. C'est un casting où l'échec coûte la vie. Fin 2024, plus de 100 espèces d'araignées paons avaient été décrites, et leur popularité doit beaucoup au biologiste australien, Jürgen Otto, qui a commencé à filmer leurs danses. Ces vidéos sont devenues virales. Il dit lui-même que ces enregistrements ont fait que des gens qui détestaient les araignées en sont venus à aimer au moins celle-là, car il est impossible de regarder une araignée paon danser sans sourire. Elle ressemble à une minuscule boule à facettes de discothèque sur pattes. Mais les rituels nuptiaux ne sont pas aussi spectaculaires. Chez toutes les araignées, chez l'araignée loup, le mâle tape ses pattes au sol, créant des vibrations que la femelle perçoit à travers la surface. C'est comme un roulement de tambour. Chez certaines espèces, le mâle apporte à la femelle un cadeau, un insecte capturé et emballé dans de la soie. Le cadeau fait office de distraction. Pendant que la femelle déballe le paquet, le mâle s'accouple. On a même observé des cas où des mâles offraient des cadeaux vides, juste une boule de soie sans rien dedans. Une supercherie, une pure tromperie, et qui marche parfois. Les soies maternelles chez les araignées constituent un sujet à part. La femelle araignée loup porte son cocon d'œuf attaché à ses filières. Quand les petits éclosent, ils grimpent sur le dos de leur mère et y restent pendant des semaines. Des dizaines de minuscules araignées sur le dos de leur mère. Elles continuent à chasser, à boire, à se déplacer avec ce sac à dos vivant. Chez les araignées du genre Stegodiphus, la maternité va encore plus loin. La femelle nourrit sa progéniture avec de la nourriture régurgitée, et lorsque les petits grandissent, ils mangent littéralement leur mère. On appelle cela la matriphagie. La mère laisse sa progéniture aspirer le contenu de son corps. Un sacrifice intégré à la stratégie de reproduction, silencieux, terrifiant et apparemment volontaire. Cette version selon laquelle la matriphagie serait volontaire est contestée par certains biologistes. Selon une autre hypothèse, la mère serait simplement trop affaiblie pour se défendre. Il n'existe pas de réponse définitive, mais le simple fait qu'un tel mécanisme existe invite à réfléchir aux limites du sacrifice parental. Le venin, danger et espoir. La grande majorité des araignées possèdent du venin. Il est produit par des glandes situées dans les chélicères, la première paire d'appendices. L'araignée mort injecte le venin qui paralyse ou tue la proie. Mais pour l'homme, littéralement quelques espèces sur 50 000 sont dangereuses. Je le répète car c'est important. Sur environ 50 000 espèces d'araignées, une véritable menace médicale pour un adulte en bonne santé n'est représentée que par une quinzaine d'espèces. Une quinzaine. Toutes les autres ne sont soit pas capables de percer la peau, soit leur venin n'est pas plus dangereux pour nous qu'une piqûre d'abeille. L'araignée la plus dangereuse de nos régions est le caracurte, autrement dit la malmignate, ou veuve noire européenne, Latrodectus tretcingutatus. Une petite araignée, la femelle atteignant 1,5 cm, noire, avec des taches rouges caractéristiques sur l'abdomen. Le venin du caracurte contient de l'alpha-latrotoxine, une neurotoxine qui se diffuse par le système lymphatique et provoque un syndrome douloureux intense, des spasmes musculaires, des difficultés respiratoires, une tachycardie.
La toxicité du venin de Karakurt dépasse celle du venin de Crotal environ 15 fois. Cela paraît effrayant. Mais, et c'est important aussi, la quantité de venin injecté lors d'une morsure est microscopique. Les cas mortels chez des adultes en bonne santé sont extrêmement rares. Les groupes à risque sont les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Par ailleurs, le Karakurt lui-même est une créature timide. Il n'attaque jamais le premier. Jamais. La morsure ne survient qu'en cas de contact accidentel. On lui marche dessus, on l'écrase pendant le sommeil, on glisse la main dans une fissure où il se cache. L'araignée se défend, elle l'attaque pas. Elle préférerait fuir. Et voici un point qui parlera particulièrement aux spectateurs français. Cette même malmignate se trouve aussi en France, dans le sud du pays, en Provence, en Languedoc et en Corse, où on l'appelle traditionnellement la malmignate. Elle fréquente les murets de pierres sèches, les vignes, les terrains secs et ensoleillés. Les piqûres y restent rares, et la plupart se produisent lorsqu'on dérange une araignée cachée sous une pierre ou dans un tas de bois. Ces dernières années, son aire de répartition s'étend vers le nord dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe, et les chercheurs y voient un effet probable du réchauffement climatique, qui ouvre de nouveaux territoires aux espèces thermophiles. Mais le venin des araignées n'est pas seulement un danger, c'est aussi une ressource pharmacologique considérable. Et c'est ici que commence sans doute le chapitre le plus inattendu de l'histoire des araignées. Celui pour lequel je vous ai demandé de rester jusqu'à la moitié de cette vidéo. Des chercheurs de l'université du Queensland, en Australie, sous la direction du professeur Glenn King, ont étudié les venins de 206 espèces d'araignées. Résultat, 40% de ces venins contiennent des composés bloquant les canaux sodiques, NaV1.7, dans les cellules nerveuses humaines. Pourquoi est-ce important ? Parce que les personnes porteuses d'une mutation génétique qui les prive de ces canaux dès la naissance ne ressentent pas la douleur. Elles ne savent littéralement pas ce qu'est la douleur. Bloquer NaV1.7, c'est donc théoriquement pouvoir désactiver la douleur sans opioïdes, sans effets secondaires, sans dépendance. En 2020, la docteure Christina Schröder, du même institut de biologie moléculaire du Queensland, a mis au point une mini-protéine modifiée à base du venin d'une mygale chinoise, l'uentoxine 4. Cette protéine se lie aux récepteurs de la douleur et les bloque avec une grande précision. Un antidouleur potentiel de nouvelle génération qui pourrait remplacer les opioïdes, la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, sans risque de dépendance. Dans un monde où la crise des opioïdes tue des dizaines de milliers de personnes chaque année, ce n'est pas seulement de la science, c'est de l'espoir. Selon des estimations prudentes, le venin des araignées contiendrait plus de 9 millions de peptides uniques, 9 millions de médicaments potentiels, et à ce jour, moins de 1% de cette ressource a été étudiée. Plus de 40 brevets ont déjà été déposés pour l'utilisation thérapeutique de composants du venin d'araignée dans le traitement de la douleur, des arythmies, de l'épilepsie, du cancer et même des troubles érectiles. Ce monde qui, pendant des millions d'années, a paralysé des insectes, pourrait s'avérer être la plus grande pharmacie de la planète, et nous commençons seulement à en ouvrir les portes. Et maintenant, dites-le honnêtement, voici une question pour vous. Avez-vous déjà été mordu par une araignée ? Ou avez-vous trouvé une malmignate chez vous, dans votre jardin, sous votre tente ? Décrivez-le dans les commentaires. La peur des araignées. Entre instinct et culture, l'arachnophobie. La peur des araignées fait partie des 10 phobies les plus répandues dans le monde. Selon les sondages, jusqu'à la moitié des femmes et environ 10% des hommes des pays occidentaux ont peur des araignées. 9 enfants sur 10 ressentent de la peur à la vue d'une araignée. Certains chercheurs pensent que l'arachnophobie n'est pas une peur acquise, mais un instinct évolutif inscrit dans notre système nerveux. Nos lointains ancêtres qui retiraient instinctivement la main devant une araignée avaient une chance de survie légèrement supérieure et nous ont transmis ce réflexe. Mais voici ce qui est intéressant. L'arachnophobie est pratiquement absente chez les peuples vivant en contact étroit avec la nature sauvage. Les tribus d'Amazonie, les aborigènes australiens, les peuples d'Asie du Sud-Est. Beaucoup d'entre eux mangent des araignées et n'éprouvent à leur égard ni peur ni dégoût. Au Cambodge, les mygales frites sont un encas populaire sur les marchés. C'est un mets apprécié, des pâtes croustillantes, un abdomen moelleux, environ 60 calories par araignée,
à peu près l'équivalent d'un œuf. Tout cela suggère que l'arachnophobie est en grande partie un phénomène culturel. Nous n'avons pas peur des araignées elles-mêmes. Nous avons peur de l'image de l'araignée façonnée par les films, les livres, les légendes urbaines. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, des dizaines de films d'horreur, l'araignée y est toujours le méchant, énorme, hirsute, sans pitié. La véritable araignée dans le coin de votre salle de bain est une créature complètement différente. Ce n'est pas une menace. C'est une exterminatrice gratuite, silencieuse et discrète de moustiques, de mouches, de moucherons et de mites. Elle ne touche pas à votre nourriture, ne fait pas de bruit la nuit, ne demande pas d'attention, elle fait simplement son travail. Il existe une estimation populaire, difficile à vérifier précisément, selon laquelle, en moyenne, vous ne seriez jamais qu'à 2 ou 3 mètres de l'araignée la plus proche, à l'intérieur comme à l'extérieur, et encore plus près en extérieur. Nous vivons dans un monde densément peuplé d'araignées, sans même nous en rendre compte. Le rapport aux araignées varie énormément selon les cultures. Dans la mythologie ouest-africaine, l'araignée Anansi est un trickster, un personnage rusé et héroïque des contes. Dans la mythologie grecque, Arachné est une tisseuse hors pair, transformée par la déesse Athéna en araignée pour son insolence. Dans le folklore japonais, l'araignée métamorphe, le Jorogumo, est démoniaque et rusé. Dans les traditions slaves, l'araignée est souvent associée au foyer et à l'artisanat. Là où il y a une toile, il y a de l'ordre. L'homme et l'araignée coexistent depuis des milliers d'années. Les araignées vivaient dans nos demeures bien avant que nos demeures ne deviennent des maisons. Elles étaient les voisines de nos ancêtres des cavernes, et elles vivront encore, à nos côtés, quand nous nous envolerons vers Mars, car là où il y a de la chaleur et des insectes, il y a une araignée. À propos des araignées domestiques, beaucoup de gens pensent que l'araignée trouvée dans leur appartement vient forcément de l'extérieur. Ce n'est souvent pas le cas. Il existe des espèces qui vivent exclusivement dans les habitations humaines, qui ont évolué à nos côtés. La tégénaire domestique, Tegenaria domestica, en est un exemple. Elle ne survivrait pas l'hiver à l'extérieur, sous nos latitudes. Votre maison est sa maison depuis des siècles. Et sa fonction est simple. Elle mange les petits insectes qui vivent avec vous. Mites, moucherons, lépismes argentés, petits cafards. Une seule tégénaire domestique détruit plusieurs centaines d'insectes par an. Gratuitement, silencieusement, sans produits chimiques. Des études montrent qu'un appartement moyen abrite environ 200 espèces d'arthropodes différentes, dont une part importante d'araignées. Les gens ne s'en rendent pas compte, non pas parce qu'il y en a beaucoup, mais parce qu'elles sont passées maîtres dans l'art de rester invisibles. Elles vivent dans les fissures, derrière les meubles, dans les coins sous le plafond, derrière les plinthes, à l'intérieur des grilles de ventilation. Tout un écosystème parallèle dans votre appartement, dont vous ne savez même pas qu'il existe. Quand vous mettez une araignée à la porte, dehors, en liberté, vous signez peut-être son arrêt de mort. Car pour une araignée domestique, la rue est un monde étranger. Elle n'y a jamais vécu, elle ne sait pas s'y débrouiller, et elle ne survivra probablement pas. Des survivantes depuis 380 millions d'années. Les araignées comptent parmi les plus anciens habitants terrestres de la Terre. Leur histoire évolutive remonte à au moins 380 millions d'années. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années. Les araignées vivaient donc sur Terre 150 millions d'années avant le premier dinosaure. Elles ont survécu à 5 extinctions de masse, chacune ayant détruit entre 50 et 90% de toutes les espèces. Les araignées les ont traversées et en sont sorties de l'autre côté. L'un des plus anciens arachnides fossiles connus est Tatercopus fimbriunghi, du Dévonien. Longtemps considéré comme la plus ancienne araignée connue, il a depuis été reclassé dans un ordre éteint, les Uraraneida. Ces créatures pourraient déjà produire de la soie, mais ne possédaient pas encore de véritable filière. La soie, un outil apparu avant l'organe destiné à la filer. D'abord le fil, ensuite le fuseau. L'évolution ne procède pas toujours avec la logique d'un ingénieur. Dans l'ambre birman, vieux d'environ 100 millions d'années, on trouve des araignées presque identiques aux espèces actuelles. Les mêmes 8 pattes, les mêmes chélicères, les mêmes filières. 100 millions d'années, et la construction est restée presque inchangée. Cela ne signifie pas que l'évolution s'est arrêtée, cela signifie que la solution s'est révélée si efficace qu'il n'y avait aucune raison de la changer. Les araignées sont des témoins de l'histoire de la planète.
Elles ont vu naître et s'effondrer des supercontinents, les océans changer de contour, des groupes d'animaux en remplacer d'autres. Elles ont survécu à l'extinction du Crétacé qui a anéanti les dinosaures. Elles ont survécu aux ères glaciaires et elles vivent encore. Silencieusement, discrètement, partout. Et en 2018, dans l'ombre birman, on a découvert Chimérarachne, une araignée chimère. Une créature vieille d'environ 100 millions d'années, dotée à la fois de filières et d'un long appendice caudal, un tel son, absent de toutes les araignées actuelles, une fossile vivante figée dans la résine, une forme transitoire entre les anciens arachnides et les araignées modernes. De telles découvertes sont un cadeau pour les évolutionnistes. Elles montrent que l'histoire des araignées n'est pas une ligne droite, mais un arbre ramifié dont la plupart des branches ont été coupées depuis longtemps. Les 50 000 espèces actuelles sont celles qui restent, les vainqueuses d'un tournoi à élimination qui dure depuis presque 400 millions d'années. Encore quelques stratégies remarquables, je n'ai pas pu m'arrêter là. Il y a trop de stratégies de chasse chez les araignées pour tout faire entrer dans un seul bloc. L'argyronète, ou araignée d'eau Argyroneta aquatica, est la seule araignée qui vit sous l'eau. Elle construit une cloche d'air en soie sous la surface de l'eau en la remplissant de bulles d'air rapportées de la surface sur son abdomen. Et elle vit dans cette maison sous-marine. Elle chasse de petites créatures aquatiques. Elle respire l'air contenu dans sa cloche. C'est une combinaison de scaphandriers faite de soie, bien avant que l'homme n'invente la cloche de plongée. Les tomises, famille des Tomisidae, sont des chasseuses à l'affût. Elles ne construisent pas de toile, elles se postent sur des fleurs et attendent. Beaucoup d'espèces peuvent changer la couleur de leur corps pour se fondre dans la couleur des pétales, blanc, jaune, rose. Une abeille ou un papillon se pose sur la fleur pour le nectar et ne remarque l'araignée qu'au dernier moment. Saut, morsure à la tête ou au thorax. Fin. L'embuscade parfaite. L'araignée sniper en camouflage floral. Je dois avouer que pour moi, ce fut une vraie découverte de constater à quel point les stratégies des araignées sont diverses. Nous avons l'habitude de penser qu'une araignée, c'est une toile et de la tente. En réalité, moins de la moitié des espèces d'araignées construisent une toile pour capturer leur proie. Les autres sont des chasseuses actives, des prédatrices à l'affût, des tricheuses, des voleuses. Certaines araignées volent même la proie d'autres araignées dans leur propre toile. On appelle cela le kleptoparasitisme. De petites araignées grimpent dans la toile d'une grande araignée et mangent discrètement ses réserves. Un culot érigé, en principe, évolutif. Il existe aussi des araignées qui chassent collectivement. C'est rare, mais bien réel. Les araignées du genre Anelosimus, des araignées sociales vivant en colonie, pouvant compter jusqu'à plusieurs milliers d'individus, construisent une toile commune. Elles capturent leur proie ensemble, nourrissent leur progéniture ensemble. Ce ne sont pas des fourmis, ni des abeilles, ce sont des araignées, des prédatrices solitaires par nature, qui ont appris à vivre en société. Il n'existe pas d'explication unique à ce phénomène. Plusieurs hypothèses sont avancées, depuis l'avantage de chasser en groupe de grosses proies jusqu'à la protection contre les parasites, mais cette piste est encore activement étudiée. Encore un fait qui ne m'a pas laissé en paix. Chez les petites araignées, le cerveau occupe une part disproportionnée du corps. Chez certaines minuscules espèces d'araignées sauteuses, le tissu nerveux remplit non seulement le céphalothorax, mais déborde partiellement jusqu'à la base des pattes. Le cerveau ne tient littéralement pas dans la tête. Le cerveau de l'araignée s'étend, pour ainsi dire, au-delà des limites du crâne, parce que les tâches cognitives qu'il résout exigent plus de puissance de calcul que ne peut en contenir le boîtier anatomique standard. Des chercheurs de la Smithsonian Institution ont découvert que, chez les jeunes araignées sauteuses, malgré leur taille microscopique, la précision spatiale de la vision n'est pas inférieure à celle des adultes. Leurs yeux s'adaptent par des changements morphologiques, compensant les contraintes physiques, un petit corps, mais aucune indulgence sur les performances. La nature ne tolère pas de rabais sur la qualité. Une dernière découverte a bouleversé les représentations des chercheurs. Les araignées sauteuses entendent. En 2016, des chercheurs ont découvert par hasard que les neurones des araignées sauteuses réagissent à des stimuli sonores. On pensait auparavant que les araignées ne percevaient que des vibrations transmises par le sol, les pattes, la toile, une surface. Il s'est avéré qu'elles captent aussi des ondes sonores directement dans l'air.
De fins poils sur leurs pattes agissent comme de minuscules antennes. L'araignée entend avec ses pattes. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Autres araignées à connaître, au-delà du karakurt, il existe encore quelques araignées qui méritent d'être mentionnées. L'araignée errante du Brésil, Phonutria, l'une des araignées les plus venimeuses du monde, ne construit pas de toile. Elle erre la nuit et s'introduit parfois dans les maisons, dans des chaussures, entre les régimes de bananes. Son venin contient une neurotoxine, la PEC3, qui provoque une douleur intense, une paralysie musculaire et peut être mortelle. Mais là encore, les cas mortels sont extrêmement rares, surtout là où l'antidote est disponible. L'araignée tisseuse d'entonnoir de Sydney, Atrax robustus, est agressive et dangereuse. Elle vit aux abords de Sydney, en Australie, et son venin peut tuer un être humain en quelques heures sans traitement. Mais depuis la mise au point d'un antidote en 1981, l'Australie n'a enregistré aucun décès lié à sa morsure. Pas un seul. La médecine a gagné. L'araignée recluse brune, l'Oxocelle reclusa, d'Amérique du Nord. Son venin contient une enzyme, la sphingomyélinase, qui détruit les tissus autour de la morsure, une nécrose. La plaie peut prendre des mois à guérir. C'est douloureux et désagréable, mais extrêmement rarement mortel. Et comme toutes les autres araignées, la recluse brune ne mord qu'en cas de contact direct. Elle ne vous cherche pas. Vous ne l'intéressez pas. Le tableau d'ensemble est le suivant. La planète abrite entre 1 et 2 quadrillons d'araignées, un chiffre à 15 zéros. Et dans cette masse inimaginable, les espèces dangereuses pour l'homme se comptent sur les doigts des deux mains. Un pourcentage qui tend vers zéro. Les araignées et la technologie. Il existe un sujet dont on parle presque jamais. Les araignées et la technologie. Pas les araignées comme objet d'étude, mais comme source de solutions d'ingénierie. La biomimétique. Depuis des décennies, les chercheurs essaient de reproduire la soie d'araignée à l'échelle industrielle. Pourquoi ? Parce que c'est un matériau idéal, léger, résistant, élastique, biodégradable. Des fils chirurgicaux qui ne provoquent pas d'inflammation. Des gilets pare-balles plus légers qu'un t-shirt, mais les araignées ne peuvent pas être domestiquées. Elles sont cannibales, mettez-en 1000 dans une même pièce, il n'en restera une centaine au bout d'une semaine. C'est pourquoi les gènes d'araignées ont été transférés à d'autres organismes, des bactéries, des levures et même des chèvres. Oui, il existe des chèvres génétiquement modifiées dont le lait contient la protéine de la soie d'araignée. Le projet BioSteel a été lancé au début des années 2000. Ces chèvres ont l'apparence normale, un comportement normal, mais leur lait, une fois traité, donne une fibre aux propriétés proches de celles de la toile d'araignée. Et la start-up japonaise Spiber produit déjà de la soie d'araignée synthétique, un matériau utilisé dans des vêtements expérimentaux et des pièces automobiles. En 2019, The North Face a lancé une série de vestes utilisant cette fibre, une veste en toile d'araignée. Pas littéralement, mais génétiquement, si l'on peut dire. Les architectes étudient les toiles circulaires pour concevoir des structures légères. Des ingénieurs du MIT ont modélisé une toile d'araignée et découvert qu'en cas de dommage, seuls les fils les plus proches se rompent. L'ensemble de la structure conserve son intégrité. Un avion qui perd un rivet peut perdre son revêtement. Une toile d'araignée qui perd un fil continue de fonctionner. Les roboticiens ne sont pas en reste non plus. 8 pattes, de l'hydraulique, une masse minimale, un modèle idéal pour des robots destinés aux terrains difficiles. À Harvard, on a créé un micro-robot inspiré de l'araignée sauteuse, à peine 1,5 grammes, capable de sauter 6 fois sa propre longueur. Objectif, la recherche de survivants sous les décombres. Et en 2022, des chercheurs de l'université Rutgers ont fait quelque chose d'inattendu. Ils ont pris une araignée morte et l'ont transformée en pince mécanique. Vous vous souvenez, chez une araignée morte, les pattes se replient à cause de la chute de pression. Les chercheurs ont relié au céphalothorax une seringue d'air, une pression, les pattes se déploient et saisissent l'objet. On relâche, elle se referme. Ils ont appelé cela la nérobotique. La pince a résisté à 1000 cycles d'utilisation et a soulevé des objets plus lourds que sa propre masse. Nous prenons le corps de l'araignée comme mécanisme tout fait, parce que nous ne savons pas faire mieux. 400 millions d'années d'évolution ont créé une construction qu'il est plus simple de récupérer
telle quelle que de la reproduire. C'est probablement le plus beau compliment que la science ait jamais fait à une araignée. Conclusion, le voisin que l'on n'a jamais vraiment regardé, nous avons commencé dans une cuisine nocturne, face à une araignée au-dessus de l'évier, avec cette peur primitive qui serre la gorge. Revenons-y. Cette araignée ennemie est la descendante de créatures qui vivaient sur Terre 150 millions d'années avant le premier dinosaure. Elle produit un matériau plus résistant que l'acier et plus élastique que le Kevlar, à température ambiante, sans déchets, sans chimie. Elle mange plus d'insectes que ne pèse l'humanité entière. Son cerveau miniature résout des problèmes qui mettent en difficulté les roboticiens. Ses danses nuptiales sont des œuvres d'art. Son venin devient un médicament et elle a bien plus peur de vous que vous n'avez peur d'elle. Vous savez ce qui m'a le plus frappé en préparant cette vidéo ? Ce ne sont pas les chiffres sur la résistance de la toile, ni les millions de tonnes d'insectes mangés, mais l'ampleur de notre méconnaissance. Nous vivons à côté de ces créatures, chaque jour, chaque nuit, sous le même toit, et pourtant nous en savons moins sur elles que sur des étoiles lointaines ou des poissons des abysses. Nous explorons le cosmos, nous fendons l'atome, nous construisons l'intelligence artificielle. Mais nous ne savons toujours pas reproduire le fil qu'une araignée tisse depuis son abdomen. Nous ne savons pas créer un processeur qui, dans un millimètre cube de tissu, résoudrait des problèmes de planification d'itinéraire. Nous ne savons pas fabriquer un matériau qui se recycle lui-même sans déchets. L'araignée sait faire tout cela et elle n'a besoin ni de laboratoire, ni d'électricité, ni de subventions de recherche. 380 millions d'années. Pendant ce temps, les continents ont changé, les océans, la composition de l'atmosphère. Des classes entières d'êtres vivants ont disparu et l'araignée est restée, assise dans son coin, tissant sa toile, attendant. L'araignée est peut-être l'une des créatures les plus sous-estimées de la planète. Un laboratoire vivant. Un ingénieur, que nous n'arrivons pas à égaler en sciences des matériaux. Une chasseuse dont l'efficacité dépasse tous les systèmes de lutte contre les nuisibles que nous avons inventés. Une témoin ancestrale qui a tout vu et qui est restée et qui mérite peut-être, plus que la peur, au moins le respect. Et peut-être que la prochaine fois que vous la verrez dans un coin, vous pourrez simplement lui adresser un signe de tête, comme un vieux voisin discret qui fait tranquillement son travail. Si cette vidéo vous a été utile, je vous serai reconnaissant de la soutenir. Likez et abonnez-vous à la chaîne Nature Sauvage. À bientôt.